En janvier 2026, les États-Unis ont capturé le président en exercice du Venezuela. Quelques semaines plus tard, une frappe a tué le guide suprême de l'Iran. Que ces actions aient été justifiées ou imprudentes n'est presque pas la question, car l'histoire a déjà connu de tels moments. Des moments où l'État le plus puissant du système cesse de demander la permission. Et la question est alors simple, que se passe-t-il lorsque l'Empire qui a établi les règles cesse de les respecter? L'histoire a déjà été témoin de ce moment, et chaque fois qu'il se présente, il signale quelque chose de plus profond, non pas de simples tensions géopolitiques, mais un véritable tournant dans l'ordre financier lui-même. Bienvenue sur l'historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi les États puissants finissent par s'affranchir des règles qu'ils défendaient autrefois, nous devons analyser plus en profondeur le fonctionnement réel des empires. La plupart des gens s'imaginent les empires comme des machines de guerre, des armées conquérant des territoires et imposant leur contrôle par la force. Mais la réalité est bien plus subtile et bien plus redoutable. Les empires les plus prospères de l'histoire ne se sont pas bâtis uniquement sur des soldats. Ils se sont construits sur des systèmes financiers, des systèmes commerciaux, des systèmes monétaires. Des structures qui ont rendu la monnaie, les marchés et les institutions de l'empire si indispensables que le reste du monde a fini par en dépendre progressivement. Au début, ces systèmes sont stabilisateurs. Ils créent des routes commerciales prévisibles, une monnaie fiable et un cadre propice à la croissance économique. Les marchands en profitent, les gouvernements en profitent. Même les États rivaux tirent souvent avantage de leur participation à ce système. Mais avec le temps, un phénomène crucial se produit. Le centre de ce système acquiert un levier d'influence extraordinaire. Lorsque le commerce mondial transite par vos marchés, que la finance internationale afflue dans vos banques, que les armées, les impôts et les dettes sont tous libellés dans votre monnaie, vous n'êtes plus un simple acteur parmi d'autres. Vous devenez le système lui-même. Et une fois que cela se produit, la tentation de contourner les règles devient très difficile à réprimer. Car après tout, si le système dépend de vous, qui exactement va faire appliquer ces règles à votre encontre? L'histoire a déjà connu ce schéma, bien avant la géopolitique moderne, bien avant le dollar, et bien avant les banques centrales et les sanctions financières. L'un des tout premiers exemples a vu le jour en Méditerranée il y a plus de 2000 ans, l'Empire d'Athènes. Au 5e siècle avant notre ère, Athènes s'est imposée après avoir contribué à la défaite de l'Empire perse. Pour protéger le monde grec de nouvelles invasions, une coalition de cités, État a formé ce que l'on appelait la Ligue de Délos, une alliance défensive destinée à dissuader toute menace future. Du moins, c'était l'explication officielle. Les membres de cette alliance fournissaient des navires, des soldats ou de l'argent pour entretenir une flotte commune. En théorie, il s'agissait d'un partenariat, d'un réseau d'États indépendants coopérant pour leur sécurité mutuelle. Mais au fil du temps, l'équilibre des pouvoirs au sein de cette alliance a commencé à basculer. Athènes contrôlait la flotte. Athènes dirigeait la Ligue. Et finalement, Athènes a pris une décision qui a révélé la tournure des événements. Le trésor de l'Alliance, initialement conservé sur l'île neutre de Délos, a été transféré directement à Athènes. À partir de cet instant, la Ligue de Délos a cessé de fonctionner comme une alliance volontaire. Elle s'est transformée en autre chose, un empire. Les tribus affluaient vers Athènes. La protection militaire rayonnait vers l'extérieur. Et à travers toute la Méditerranée, une pièce de monnaie, en particulier, a commencé à dominer les échanges. Le tétradrachme d'argent athénien. Ces pièces, frappées de la célèbre chouette d'Athéna, sont devenues l'une des monnaies les plus fiables du monde antique. Les marchands les acceptaient dans les ports et les marchés, de l'Égypte jusqu'à la mer Noire. Concrètement, Athènes avait accompli quelque chose de remarquable. Elle avait créé l'une des toutes premières zones monétaires de l'histoire. Les réseaux commerciaux, les paiements de tribus et la logistique militaire s'articulaient tous de plus en plus autour de la même infrastructure financière, de la même monnaie et du même centre politique. Et pendant un temps, le système a fonctionné, Athènes a prospéré, le commerce s'est développé, et de nombreuses cités, États ont profité de leur intégration à ce réseau. Mais le pouvoir a le don de modifier les motivations. À un moment donné, Athènes a cessé de se comporter comme le chef d'une alliance pour agir comme le propriétaire absolu d'un système. Les cités, États qui tentaient de quitter la Ligue de Délos étaient punis. Les tribus ont augmenté. La force militaire a été utilisée non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre d'anciens alliés. Cette transformation est apparue de manière brutale lors d'un épisode célèbre de la guerre du Péloponnèse.
l'affrontement entre Athènes et la petite cité insulaire de Mélo. Mélo avait tenté de rester neutre dans le conflit grandissant entre Athènes et Sparte. Elle n'avait pas attaqué Athènes, elle ne s'était pas ralliée à Sparte, elle souhaitait simplement se tenir à l'écart de cette lutte de pouvoir. Athènes a refusé. Une délégation a été envoyée sur l'île avec un message clair. Rejoignez l'Empire ou soyez anéantis. Ce qui a suivi est consigné dans l'un des passages les plus célèbres de l'histoire classique, le dialogue mélien, préservé par l'historien Thucydide. Les Méliens ont plaidé pour l'équité, pour la justice et pour le droit des États neutres à conserver leur indépendance. Les Athéniens ont répondu par une déclaration glaçante qui allait résonner à travers des siècles d'histoire impériale. Les forts font ce qu'ils ont le pouvoir de faire, et les faibles subissent ce qu'ils doivent subir. En d'autres termes, les règles n'avaient plus d'importance, seul le pouvoir comptait. Athènes avait atteint le stade dont tout empire finit par se rapprocher. Le moment où il cesse de faire semblant que le système qu'il a créé est neutre. Car en vérité, le système avait toujours servi les intérêts d'Athènes en premier lieu, et lorsque cette réalité est devenue évidente, un autre phénomène s'est déclenché, la résistance, la peur et la formation de coalitions contre la puissance dominante. En l'espace d'une génération, Athènes s'est retrouvée plongée dans une guerre qui a épuisé ses ressources bien au-delà de leurs limites. La guerre du Péloponnèse s'est éternisée pendant des décennies. Les routes commerciales ont été perturbées, les paiements de tribut ont vacillé, la pression financière s'est accentuée. Et finalement, l'empire athénien s'est effondré, non pas par manque de puissance, mais parce que le système qui soutenait autrefois sa domination avait commencé à se fracturer sous le poids de sa propre autorité. L'histoire annonce rarement les points de bascule au moment où ils se produisent. Mais avec le recul, des événements comme le dialogue mélien font souvent figure d'avertissement. Le moment où un empire cesse de respecter les règles qu'il a autrefois défendues. Le moment où le pouvoir s'exhibe de manière si flagrante que tous les autres commencent à se préparer à ce qui va suivre. Athènes n'a pas été le dernier empire à atteindre ce point de non-retour. Des siècles plus tard, une autre puissance allait bâtir un système encore plus vaste, s'étendant sur l'ensemble du monde méditerranéen. Un système fondé non seulement sur les armées et les conquêtes, mais sur quelque chose de bien plus durable, la monnaie, l'Empire romain. Et au cœur de l'ordre financier de Rome, trônait une petite pièce d'argent qui allait devenir l'une des monnaies les plus influentes de l'histoire, le denier. Le denier romain est apparu pour la première fois vers 211 avant notre ère, durant l'une des périodes les plus critiques de l'histoire romaine. Rome était embourbée dans une lutte féroce contre Carthage, la deuxième guerre punique. Hannibal avait déjà traversé les Alpes, vaincu les armées romaines, et menacé la survie même de la République. Une guerre d'une telle envergure exigeait une chose dont Rome n'avait jamais eu besoin auparavant, un système financier fiable, capable de soutenir de longues campagnes militaires, de payer les soldats dans des territoires éloignés et de faire circuler les ressources au sein d'une économie en pleine expansion. La solution fut une petite pièce d'argent pesant environ 4 grammes, le denier. Au début, il s'agissait simplement d'une innovation pratique. Les soldats devaient être payés, les marchands avaient besoin d'un moyen d'échange stable. Les impôts devaient être perçus sous une forme uniforme, mais au cours des 2 siècles suivants, le denier est devenu discrètement bien plus qu'une simple pièce. Il est devenu la colonne vertébrale financière d'un empire. À mesure que Rome s'étendait à travers la Méditerranée, le denier voyageait avec elle. Les impôts romains étaient évalués en deniers, les soldats étaient payés en deniers, les gouverneurs de province percevaient les tributs en deniers, les commerçants l'utilisaient sur les marchés, de l'Espagne jusqu'à la Syrie. Dans les faits, Rome avait créé une zone monétaire unifiée reliant des dizaines de cultures, de langues et d'économies. Et les avantages étaient colossaux. Une monnaie standardisée réduisait les coûts de transaction. Elle permettait aux marchandises de circuler efficacement sur de grandes distances. Elle permettait à Rome de financer ses armées, ses infrastructures et son administration avec un niveau de sophistication logistique dont les empires précédents ne pouvaient que rêver. Le commerce a fleuri. Les villes se sont développées. La richesse a inondé les marchés romains. Pendant des siècles, le système a remarquablement bien fonctionné. La monnaie d'argent romaine inspirait une grande confiance. Les marchands savaient ce qu'ils recevaient.
Les dettes pouvaient être calculées, les contrats pouvaient être appliqués. L'architecture financière de l'Empire offrait une stabilité que le monde antique avait rarement connue. Mais les systèmes fondés sur le pouvoir comportent toujours une tentation cachée, car l'autorité qui crée le système en contrôle également les leviers. Et tôt ou tard, la pression pour actionner ces leviers devient irrésistible. Au IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain avait atteint une dimension qui mettait ses finances à rude épreuve, les guerres aux frontières se multipliaient, l'instabilité politique s'aggravait, les empereurs se succédaient à un rythme alarmant, chaque nouvelle crise nécessitait davantage d'argent. Augmenter les impôts était impopulaire et compliqué. L'expansion du commerce ne parvenait pas à suivre le rythme des dépenses croissantes de l'administration impériale et de la défense militaire. Ainsi, les dirigeants romains se sont tournés vers une solution plus discrète. Ils ont commencé à altérer la monnaie elle-même, la teneur en argent du denier a été progressivement réduite, les pièces qui contenaient autrefois de l'argent presque pur ont été mélangées à des quantités croissantes de métaux communs. Au départ, les changements étaient subtils. La plupart des gens ne s'en apercevaient même pas. Mais la logique était simple. En dévaluant la monnaie, en frappant davantage de pièces avec moins d'argent, le gouvernement pouvait, dans les faits, créer de l'argent pour payer ses dettes. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas le seul. La manipulation monétaire n'est pas une invention moderne. Avec le temps, le processus s'est accéléré. Les empereurs successifs ont dilué la teneur en argent de plus en plus. Au milieu du IIIe siècle, le denier qui avait autrefois ancré l'économie romaine n'était plus qu'une fine couche d'argent recouvrant une pièce constituée en grande partie de cuivre. Comme on pouvait s'y attendre, la confiance a commencé à s'effriter, les prix ont grimpé, les contrats commerciaux sont devenus plus difficiles à négocier, les marchands ont exigé d'être payés en or ou en marchandises, plutôt qu'avec des pièces d'argent dévaluées. Le système monétaire qui unifiait autrefois l'Empire a commencé à se fissurer. Et Rome a réagi de la seule manière dont les grandes bureaucraties réagissent habituellement face à un échec systémique, en imposant de nouvelles règles. Des contrôles des prix ont été instaurés. Les impôts ont été revus à la hausse. Les professions ont été figées, liant les familles à des métiers spécifiques sur plusieurs générations afin de maintenir la production. Mais aucune de ces mesures n'a pu restaurer la confiance qui faisait autrefois fonctionner le système. Car la confiance en la monnaie, une fois brisée, est extraordinairement difficile à rebâtir. Au moment où l'économie romaine s'est stabilisée des siècles plus tard grâce à de nouveaux accords monétaires, l'Empire lui-même avait déjà entamé sa longue transformation vers une entité bien différente de la puissance qui dominait autrefois la Méditerranée. L'expérience de Rome a mis en lumière un schéma qui allait se répéter inlassablement tout au long de l'histoire. L'autorité même qui bâtit un système financier stable finit par être tentée de le manipuler. Lorsque cela se produit, les règles changent en toute discrétion. Des siècles plus tard, un autre empire allait construire un ordre financier encore plus ambitieux, non pas autour de pièces d'argent, mais autour du commerce mondial, de réseaux bancaires et d'une devise qui allait dominer les échanges planétaires, la livre sterling britannique. Au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne avait érigé le tout premier système économique véritablement mondial. Ses fondations reposaient sur 3 piliers, la livre sterling, l'étalon or et la machine financière de la place de Londres. Ensemble, ils formaient une structure qui reliait les marchés à travers les continents. Les banques britanniques finançaient le commerce entre des pays qui n'avaient même jamais vu l'ombre d'un navire britannique. Les compagnies d'assurance londoniennes garantissaient des cargaisons traversant des océans à des milliers de kilomètres de là. Les marchands réglaient leurs comptes en livres sterling, que les marchandises proviennent d'Asie, d'Afrique ou des Amériques. À son apogée, près de 60% du commerce mondial était financé par les marchés financiers de Londres. La livre sterling n'était pas une simple monnaie nationale. Elle était le sang qui irriguait l'économie mondiale. Les pays détenaient des réserves en livres. Les contrats internationaux étaient libellés en livres. L'assurance maritime, le négoce de matières premières et les marchés du crédit transitaient tous par les institutions financières britanniques. Les avantages pour la Grande-Bretagne étaient considérables. Elle pouvait financer des guerres avec des capitaux empruntés aux investisseurs du monde entier. Elle pouvait influencer les flux commerciaux. Elle pouvait accorder des prêts aux gouvernements de toute la planète. Dans les faits, la Grande-Bretagne avait créé un concept sans précédent.
un empire financier. Et pendant la majeure partie du XIXe siècle, ce système a fonctionné avec une stabilité remarquable. L'étalon or ancrait les monnaies. Londres servait de chambre de compensation pour la finance internationale. Le commerce connaissait une expansion à un rythme que le monde n'avait jamais vu auparavant. Mais même ce système n'était pas à l'abri des pressions auxquelles finit par être confrontée toute puissance dominante. Les coûts de maintien de l'empire devenaient de plus en plus lourds. Des concurrents industriels ont fait leur apparition. Puis est survenu le choc qu'aucun système financier ne pouvait facilement encaisser, la Première Guerre mondiale. Pour financer l'effort de guerre, la Grande-Bretagne a suspendu l'étalon or, le mécanisme même qui garantissait la crédibilité de la livre. Des dettes colossales se sont accumulées. L'inflation a grimpé. Le pouvoir économique s'est progressivement déplacé vers un pays qui était resté largement épargné par les destructions, les États-Unis. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le centre financier mondial avait traversé l'Atlantique. Et avec lui est né le plus vaste système monétaire de l'histoire de l'humanité, le système du dollar américain. En 1944, les représentants de 44 nations se sont réunis dans une petite ville du New Hampshire, appelée Bretton Woods, pour concevoir l'architecture de l'économie mondiale de l'après-guerre. Le résultat fut un cadre qui plaçait le dollar américain au centre de la finance internationale. Les monnaies étaient arrimées au dollar. Le dollar lui-même était convertible en or. Des institutions telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créées pour stabiliser le système. Au fil du temps, la structure a évolué. La convertibilité en or a pris fin en 1971. Les taux de change ont commencé à flotter, mais la réalité fondamentale est restée inchangée. Le dollar était devenu le système d'exploitation de l'économie mondiale. Aujourd'hui, environ 60% des réserves mondiales de change sont détenues en dollars américains. Le commerce international des matières premières, en particulier le pétrole, est très largement évalué en dollars. Les banques mondiales compensent chaque jour des milliers de milliards de dollars de transactions via l'infrastructure financière américaine. Cet arrangement confère aux États-Unis une influence extraordinaire. Les sanctions peuvent couper des pays entiers du système du dollar, les avoirs détenus dans les institutions américaines peuvent être gelés, l'accès au réseau financier peut se transformer en un instrument de pression géopolitique. Le système financier lui-même devient un instrument de pouvoir. Et comme l'histoire l'a démontré à maintes reprises, la possession d'un tel pouvoir modifie la façon dont les dirigeants perçoivent les règles du système qu'ils contrôlent. Car lorsque le monde dépend de votre monnaie, il devient facile de supposer que le monde ne peut pas fonctionner sans vous. Athènes l'a cru autrefois, Rome l'a cru autrefois, la Grande-Bretagne l'a cru autrefois. Toute puissance dominante finit par atteindre le moment où le système qu'elle a bâti commence à lui paraître éternel, où les règles qui semblaient autrefois nécessaires commencent à paraître encombrantes. Et lorsque les dirigeants commencent à agir en conséquence, l'histoire ne progresse pas en cycle parfait et aucun empire ne suit exactement le même chemin. Mais certains schémas se reproduisent assez souvent pour mériter notre attention. Le moment où un empire cesse de suivre ses propres règles est rarement celui de son effondrement. C'est généralement le moment de confiance maximale, le moment où le pouvoir se sent si en sécurité que toute retenue semble superflue. Mais c'est aussi le moment où les autres nations commencent discrètement à se poser une question différente. Que se passerait-il si le système venait à changer ? Des alternatives commencent à émerger. De nouvelles alliances se forment. De nouveaux accords financiers sont explorés. Parfois, ces alternatives échouent. Parfois, elles mettent des décennies à se développer. Mais dès lors que la confiance envers un système commence à s'effriter, la quête de substituts a déjà débuté. L'histoire ne punit pas les empires parce qu'ils sont puissants. Elle les punit d'avoir cru que le pouvoir les rendait immortels. Les systèmes financiers qui dominent le monde d'aujourd'hui, tout comme ceux du passé, reposent sur un mélange de confiance, de commodité et d'influence. Mais la confiance est fragile. Et le moment où un empire cesse de respecter les règles qu'il appliquait jadis est bien souvent le moment où le monde se met à imaginer un système différent. L'histoire ne se répète pas. Mais si vous ignorez ces schémas, elle a le chic pour vous les rappeler malgré tout. Si cela vous a offert une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire détient les réponses. Je vais vous montrer où chercher.